T'es toujours pas passé à autre chose. Juste parce qu'une personne, quelque part, à un moment donné de sa vie, a merdé, tu vas décider de complètement couper contact avec elle. Tu te rends compte du pouvoir que ça lui donne sur toi? T'as pas pensé à ça? Tu réussiras jamais à faire la part des choses, à reprendre une vie normale si tu lui pardonnes pas. C'est comme ça que ça marche. Parce que sinon tu veux faire quoi d'autre en fait? Passer ta vie à lui en vouloir? Une vie entière de haine et de rancune? C'est ça que tu veux dans ta vie? Consacrer toute ton énergie à juste détester quelqu'un qui en vaut même pas la peine. La vie elle continue hein. Il faut lâcher prise des fois. Là t'es peut-être en train de passer à côté des plus beaux moments de ta vie parce que t'arrives pas à digérer un truc qui t'est arrivé. C'est quand même dommage. Je dis ça pour toi, moi. Il y a des gens qui vivent des trucs bien pires que ça et qui avancent, pardon de le dire. Pendant que les autres ils tournent la page, tu fais quoi, toi? Tu rumines, tu ressasses. Tu penses vraiment que ça va changer quelque chose? Tu crois qu'un jour juste, il va venir s'excuser, qu'il va reconnaître ce qu'il a fait d'un coup? Mais il s'en fout. Il a tourné la page, lui. Alors que toi, tu en as fait ton identité. Donc tu veux rester victime. Tu veux que ce soit ça qui te définisse maintenant. Tu sais qu'à réfléchir comme ça, on se retrouve très vite à avoir plus de colère que de souvenirs. Prenez garde à vous-même, nous dit la Bible. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches. Et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi et que 7 fois de suite il revienne en te disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Cette vision du pardon, elle semble complètement alignée avec la philosophie morale occidentale. On a l'impression que c'est une vision du pardon qui nous pousse à être plus adultes, plus apaisés, plus sages, plus moral, justement. C'est la certitude que, en lâchant prise, on retrouve sa liberté. Mais en fait, cette vision occidentale morale et dominante du pardon, elle repose sur un malentendu. Un malentendu qui a fini par nous faire croire que pardonner c'était forcément noble. Que grâce à ça, on devenait une meilleure personne. Qu'on en sortait grandi. Et j'ai l'impression que moralement, enfin je veux dire en termes de vertu, on est tous et toutes plus ou moins d'accord là-dessus. Et pourtant, quand on nous demande à toutes et tous ce que c'est que le pardon, c'est vrai que c'est pas facile à définir. On sait que c'est un truc central de nos cultures, parce que c'est dans le Nouveau Testament partout. C'est même un petit peu le thème du bouquin. Mais c'est justement pas inintéressant de s'y arrêter 2 minutes sur ses origines. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui pardon, en réalité c'est un mélange un peu paradoxal entre la tradition chrétienne d'une part, et d'autre part une certaine vision de la tradition philosophique grecque. Le pardon chrétien, vous connaissez, c'est pas de la mesure, c'est pas de la nuance, c'est pas je te pardonne seulement si tu acceptes de faire un effort, je sais pas quoi, c'est tu vas aimer tes ennemis, tu vas tendre l'autre joue, tu pardonnes peu importe l'offense, peu importe le nombre de fois que tu dois le faire, parce que c'est un geste de foi, d'abandon, de renversement total du rapport de force. C'est pas une vision morale rationnelle, c'est une vision morale mystique. Elle est arbitraire, elle s'ancre sur, déjà, bon, les valeurs morales d'une société bien précise, qui, pour des raisons socio-historiques à ce moment-là de leur évolution culturelle, a décidé d'inscrire ça dans ses mœurs. Du coup, en rentrant dans le discours religieux, ça devient pas seulement une qualité humaine, mais une qualité de votre âme, et qualité qui va être mesurée pour savoir si vous avez le droit d'aller au paradis. Le pardon, c'est littéralement ce qui doit sauver votre âme. Important l'âme. Sauf que Jésus, c'est pas Macron, et la Palestine du 1er siècle, c'est pas la France du 21e. La pensée morale chrétienne, c'est loin d'être la seule pensée morale à avoir influencé tout notre imaginaire commun. Depuis sa diffusion en Europe à travers la Bible, la morale chrétienne, elle a été reformulée, recontextualisée, digérée par des siècles de philosophie morale, et du coup forcément elle est venue à la rencontre du deuxième plus grand héritage philosophique de notre civilisation, on s'en fout du mot, c'est pas grave, Aristote. Et ils faisaient Jésus et Aristote. C'est en gros les deux gens que vous avez pas le droit de critiquer pendant une très grande partie de l'histoire de ce qu'on appelle la France. Sauf que malgré ce que laissent entendre les traductions, Aristote il parle pas tout à fait de pardon. Il parle de, et écoutez bien parce que j'ai aucune idée de comment on prononce le grec, praotes. Je suis sûr que c'est pas comme ça que ça se prononce. Et praotes, ça veut pas dire tendre l'autre joue. C'est pas un oubli, c'est pas une absolution. C'est une manière de gérer, de manager la colère légitime qu'on ressent à l'intérieur de nous, de façon à ce qu'elle ne nous déborde pas. Chez Aristote, la vertu, les trucs bien à faire, c'est toujours le juste milieu. Donc le milieu entre deux extrêmes. Praotes, c'est donc l'opposé de l'extrême qui dit « je vais opposer à cette personne toute la fureur de mon âme jusqu'à ce qu'elle meure ». Et c'est aussi l'opposé de l'autre extrême qui est « je vais me soumettre totalement face à la personne qui a commis un excès contre moi ». C'est pas « tu m'as blessé donc je vais te détruire », mais c'est pas non plus « je te pardonne, vas-y tu peux recommencer si tu veux ». Ce que Aristote propose, ce juste milieu, c'est justement « je suis en colère et je suis lucide sur les raisons qui m'ont mené à être en colère. Je sais identifier parfaitement toute la généalogie de cette colère que je ressens, et donc je choisis de manière lucide ce que je vais faire pour répondre à cette émotion. » La vertu d'Aristote, c'est garder la mémoire de l'offense sans devenir aussi violent que l'offense. C'est réussir à mettre une laisse autour de la colère et pouvoir la diriger où on veut. Donc c'est pas une pureté de l'âme,
C'est un pardon qui sait exactement pourquoi il pardonne, qui assume complètement de dire que la relation, si elle doit reprendre, elle peut reprendre, mais elle ne peut le faire qu'en passant par une mise à plat, par un rééquilibrage. En gros, Aristote, ce qu'il dit, c'est pas du tout passe à autre chose, c'est trouve le juste milieu dans lequel tu peux rester en colère sans te laisser complètement gouverner par ta colère. Et ça déjà c'est un monde d'écart avec l'injonction chrétienne, celle du pardon inconditionnel. Et pourtant, ce qui est fascinant, c'est que l'idée qu'on se fait aujourd'hui du pardon, eh ben elle pioche un peu dans les deux. Elle a gardé l'injonction chrétienne, à tourner la page, à se libérer de sa colère pour se purifier, etc. Bref, à être la meilleure personne. Mais elle a aussi récupéré, sans réutiliser le vocabulaire aristotélicien, une espèce de notion de mesure. Ne te laisse pas consumer par la rancune. Reste maître ou maîtresse de toi-même. Tu peux être blessé mais garde la tête froide. Résultat, on se retrouve à vivre avec une double contrainte. Si on pardonne pas, on est faible, on est rancunier ou rancunière, prisonnier ou prisonnière du passé. Mais si on pardonne trop vite, on est un paillasson. On est naïf ou naïve, docile, sans amour propre. Et donc on fait quoi? On culpabilise. C'est le point pile poil entre Jésus et Aristote. C'est-à-dire qu'à la base, on est censé être dans la position de la victime, et l'émotion qu'on ressent nous fait passer à la position du coupable. On s'imagine qu'on est trop émotif ou émotive, qu'on est trop radical, qu'on n'est pas assez sage, assez mesuré, alors qu'en réalité c'est le modèle du pardon lui-même qu'on nous a donné qui est juste incohérent. Notre philosophie morale aujourd'hui, elle a jamais vraiment décidé qui avait raison entre Jésus qui absout et Aristote qui régule. Et cette confusion, elle produit des vrais dégâts. Elle nous fait croire que pour être des bonnes personnes, il faudrait toujours pardonner. Mais pas trop vite, sincèrement, mais pas sans condition, lucidement, mais pas sans rester blessé, mais en ayant la tête haute, mais gardons quand même minimum d'humilité. En gros, le pardon est devenu le terrain privilégié de la performance morale. On se doit, pour être un bon être humain discipliné dans une société humaine, de répondre à une attente un peu floue, celle d'être quelqu'un de bien. C'est-à-dire quelqu'un qui ne rumine pas, qui ne dérange pas, qui n'accuse pas, ou en tout cas pas trop fort, et qui sait faire la paix. Mais il faudrait déjà savoir la paix avec qui, et à quel prix. C'est là que la psychologie critique peut donner quelques outils pour s'y retrouver. Pas en nous disant si oui ou non il faut pardonner, parce que ça ce serait priver la personne de son libre arbitre, mais en déplaçant la question. La psychologie critique, elle nous invite à sortir du mythe moral du pardon inconditionnel, pour penser plutôt en termes de relations, de contexte et de rapport de pouvoir. Elle rappelle que le pardon n'est pas une obligation spirituelle, c'est une décision. Qu'une décision juste, c'est rarement une réaction automatique. C'est un choix informé, lucide, ancré dans la réalité de ce qu'on vit, et dans le respect de soi, autant que de l'autre. Mais pas dans le respect des attentes morales de je sais pas quoi. Ce que ça implique très concrètement. Premièrement, c'est pas parce qu'on est en colère qu'on est incapable de discernement, qu'on n'est pas capable de discuter, d'être intelligent. Deux, c'est pas parce qu'on n'a pas encore pardonné qu'on reste bloqué dans le passé. Une personne qui n'a pas encore pardonné ou qui ne veut pas pardonner, c'est pas une personne qui sait pas faire la distinction entre le passé et le présent. Et trois, c'est pas parce qu'on veut poser des conditions à la continuité de la relation qu'on est dans une logique de vengeance ou de rancune. L'idée, c'est que pour se sortir de ces injonctions, il faudrait déjà apprendre à les distinguer. Savoir qui est qui. En gros, faire le tri entre des émotions qui nous appellent à l'action immédiate et des injonctions sociales qui nous somment de nous taire. Elle permet d'offrir des choix qui respectent à la fois notre intégrité psychique et les enjeux interpersonnels concrets. Est-ce que la relation peut continuer? À quelles conditions? Qui en tire bénéfice ou qui y laisse des plumes? C'est ça en fait une éthique relationnelle. C'est pas un automatisme moral des gens qui disent j'ai des principes. C'est une position qui est pensée, qui est réfléchie à chaque instant. C'est pas une paix qui est imposée par le bon ordre de la société, c'est une responsabilité qui est partagée. Dans une relation amoureuse, sexuelle, amicale, familiale, peu importe. Les émotions, elles sont souvent très denses. Donc les attentes, elles sont encore plus fortes. Et donc la confusion, elle est encore plus visible. Quelqu'un vous a blessé. Il y a eu une parole méprisante, un acte de trahison, une absence là où il fallait une présence. On vous dit, tu devrais pardonner. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Parce que ça serait plus mature. Parce que ça arrive à tout le monde de faire une erreur. Et surtout parce que garder la colère, ça serait malsain. Mais en réalité, la question, c'est pas de savoir si vous devez pardonner. La vraie question, c'est... Est-ce que votre colère vient vous alerter au sujet d'un besoin légitime qui n'est pas reconnu? Est-ce que la personne en face vous pousse à tourner la page pour éviter un conflit qu'elle préférerait ne pas avoir? Est-ce que ici ce qu'on appelle reconstruction du lien, ça se fait à vos dépens et sans aucune garantie de changement? Et est-ce que rester ici, maintenant, c'est encore safe? Parce que oui, c'est bien souvent ça l'impensé. La sécurité, émotionnelle mais aussi psychique et physique. Tant qu'on traite le pardon comme un impératif moral universel, on oublie que dans certaines relations, pardonner,
Ça revient à se repositionner dans une position de vulnérabilité, dans un système qui est tout à fait capable de continuer de blesser. Et à ce moment-là, la question, elle est plus seulement éthique, elle devient politique. Qui a intérêt à ce que vous restiez pacifié? Dans cette situation, qui bénéficie de votre silence? À qui est-ce que ça évite une remise en cause? Quel ordre est-ce que ça dérange? Le but, dans cette perspective critique, c'est pas de devenir une personne capable de pardonner, mais une personne capable de poser un cadre relationnel soutenable, soutenant et sécurisant. C'est-à-dire dans lequel vous pouvez dire que ce qui a été fait vous a blessé, sans avoir besoin de vous censurer, observer si l'autre est en mesure d'en prendre la mesure, sans se défendre. Décidez ensuite rationnellement, et à partir de vos repères de sécurité, si vous avez envie de continuer, de poser vos limites, ou de partir. Dans cette logique, le pardon n'est plus un devoir, c'est une option, une possibilité parmi d'autres. Il n'est pas exclu, mais il n'est pas non plus exigible, il n'est pas tabou, mais il n'est pas non plus sacré. Il est remis à sa juste place, celle d'un choix, situé, informé, assumé, qui peut être sain, ou pas. Et ça libère. Ça permet de sortir des injonctions contradictoires, des fausses sagesses, des fais la paix, qui sont juste des moyens de vous faire croire que réparer, c'est vous étouffer. Et ça permet surtout de rester en lien avec soi-même. C'est-à-dire de décider, non pas en se demandant qu'est-ce qu'une bonne personne ferait à ma place, mais en se demandant qu'est-ce qu'une personne lucide, qui tient à sa dignité, qui tient à son intégrité physique et psychique, peut faire ici pour ne pas se trahir. On commence par reconnaître le tort subi sans chercher à le minimiser. Nommer clairement la blessure, parce que c'est déjà une forme de reprise de pouvoir sur la situation. Dire « j'ai été blessé et c'est sérieux », ce n'est pas rester bloqué dans le passé, c'est se donner une base stable pour réussir à penser le présent de façon lucide. Et cette base, c'est une base, on est d'accord? On peut pas revenir dessus, on peut pas casser une base, sinon on casse tout le reste. Ça veut dire que si vous dites à une personne qu'elle vous a blessé, et qu'elle vous répond que c'est parce que vous avez mal compris, que vous avez mal interprété, ou que c'était pas son intention de le faire, c'est une réponse qui doit vous alarmer. Parce qu'à ce moment-là, ce que vous entendez, c'est pas le discours de quelqu'un qui veut que la relation aille dans le bon sens, c'est le discours de quelqu'un qui préfère que la discussion n'ait plutôt jamais lieu. Parce qu'elle a toutes les raisons de sentir qu'elle risque d'y perdre quelque chose. La responsabilité. Je vais m'éloigner un peu pour la dire celle-là, ok? Vous me chauffez avec ça dans les commentaires. Allez, on va se battre. Moment ultra important. Vous me croyez pas, il faut. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez tort. Il n'y a aucune position sur laquelle je suis plus stable que celle-là. La responsabilité de l'interprétation d'un message qui est envoyé revient entièrement et uniquement à la personne qui envoie le message, pas à celle qui le reçoit. Si vous hurlez sur un nouveau-né parce que vous pensez que ça va le faire rire, votre intention n'annule pas son traumatisme, ni la légitimité de ses parents à aller porter plainte contre vous. Quand vous faites semblant de frapper quelqu'un pour rire, et que cette personne a mal, vous avez fait mal à quelqu'un. C'est pas elle qui est trop sensible. Si ce que vous avez dit a été interprété à 10 km de vos intentions, c'est que vous avez mal exprimé vos intentions, ou que vous les avez exprimées de façon ambiguë. Vous n'avez pas de difficulté à vous exprimer si c'est votre langue natale, et si vous êtes dans un état cognitif qui ne vous permet pas de l'exprimer, la personne ne devrait pas être en train de se disputer avec vous. Donc retenez bien l'instant zéro. Vous avez été blessé. Bon. Pourquoi? Quels besoins n'ont pas été respectés? Quelles limites ont été franchies? Quel schéma traumatique ça a fait rejaillir? Quelle violence de la société est-ce que ça a rejoué à l'intérieur de la relation? Cette clarification personnelle, elle permet de sortir de la réaction pure pour aller vers une décision ancrée. Une fois que c'est fait, et seulement une fois que c'est fait, on évalue la position de l'autre. Est-ce que il ou elle reconnaît les faits? Est-ce qu'il y a eu une écoute sincère, une tentative de réparation ou une remise en question réelle de son comportement? Ou à l'opposé, est-ce qu'on vous demande juste de passer à autre chose et que vous savez qu'au final, après ça, rien ne changera? Ou pire, est-ce que la personne se prétend blessée par le fait que vous soyez blessé? Ça peut paraître con, mais réfléchissez-y. Ça vous est déjà arrivé. Tu penses ça de moi? Mon Dieu, mais tu pensais que tu avais une meilleure estime de moi? Bah non, connard. Les gaslighters, ils arrivent à vous faire croire que l'image que vous avez d'eux, c'est de votre faute. Et maintenant, une fois qu'on a évalué la position de l'autre, on peut commencer à prendre une décision. Ça peut commencer par exprimer un besoin clair ou une limite non négociable. Par exemple, je ne veux plus que tu me parles sur ce ton, je ne me sens pas prêt ou prête à reprendre contact dans les prochains jours,
ou jamais. Je suis en colère et j'ai besoin que ce soit entendu. Je ne peux pas relationner avec une personne qui n'est pas capable d'ajuster ceci ou cela dans son comportement. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre du recul dans la relation sans pour autant qu'il y ait une rupture immédiate. Ceci afin d'observer ce qui se passe dans l'espace que vous avez laissé libre. Est-ce que l'autre revient différemment ? Vraiment différemment? Ou est-ce que il ou elle a juste attendu que vous vous calmiez? Est-ce que la personne semble donner une importance plus grande ou une valeur nouvelle à votre sécurité personnelle tout en y intégrant les sensibilités et les vulnérabilités dont vous lui avez fait part? Après quoi, vous pouvez mettre fin à la relation quand elle vous abîme plus qu'elle ne vous apporte, sans vous accuser vous-même de manquer d'amour, mais au contraire en vous disant que vous vous respectez et que vous vous aimez assez pour ne pas insister dans les endroits où il n'y a pas de réciprocité. C'est pas des gestes spectaculaires, ce sont juste des actes de lucidité à des endroits où on nous demande d'habitude de ne pas être lucide. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de grandeur ou de valeur chevaleresque là-dedans, on ne va pas chercher à aller sublimer la douleur et à en faire des poèmes, on va juste essayer d'éviter qu'elle se répète. Parce qu'on se respecte. Et si un jour le pardon vient librement, intérieurement, sans pression, tant mieux, mais s'il ne vient pas, ce n'est pas un échec moral, ce n'est pas de votre responsabilité d'essayer de comprendre la position de l'autre personne, parce que ça peut être tout simplement le signe que votre mémoire, votre colère et votre intégrité essayent de vous protéger de quelque chose. Et ça, dans bien des cas, c'est infiniment plus sain que le pardon forcé. Bon, pas d'animaux aujourd'hui, parce que ce truc de fin que je dois improviser, justement, je veux faire une rupture avec ce que je fais d'habitude. Parce que, voilà, le fait que ça sorte du rituel et que ça sorte un peu de l'ordinaire, c'est important pour moi, là maintenant. Donc, oui, j'ai cassé la tradition, mais restez. Enfin, restez. Non, les mecs, vous pouvez partir, c'est bon. La vidéo, elle est finie. Mettez un commentaire, abonnez-vous, tout ça. Les meufs. Je crois pas qu'il y ait une seule façon de dire ce que je vais dire qui sonne pas paternaliste. Alors, je vais juste assumer un ton ultra maladroit. J'ai justement pas écrit exprès pour que ce soit possible, parce que je pense vraiment que j'ai pas le choix. Alors, vous allez me dire si je suis cancel, mais écoutez bien. Trigger warning, violence conjugale. 30 à 50% des féminicides ont lieu au moment de la séparation. Il a jamais été violent? Ou alors juste verbalement? Vous pensez pas qu'il en soit capable? Vous l'en croyez pas capable? Et bah c'est peut-être justement parce que le pic d'expression de sa colère et de sa misogynie, le moment où son ego se verra le plus fort brisé et qui se sentira le plus émasculé, est pas encore arrivé. Que vous lui avez pas encore fait comprendre que vous ne lui apparteniez pas. Au cas où vous avez pas perçu le truc. Pourquoi c'est maladroit de dire ça? Parce que je veux pas être la personne qui dit aux meufs qui ont subi des violences conjugales qu'il fallait pas quitter leur mec, qu'elles auraient dû agir comme ci ou comme ça. Et évidemment que non. Et d'ailleurs, j'ai rien à apprendre aux meufs qui ont vécu des violences conjugales. Mais j'ai rien à apprendre. Voilà, je reste dans une position très humble, malgré les apparences, je vous promets. Mais parce que je fais toute une vidéo dans laquelle je dis vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de mettre fin à une relation. Donc, oui, c'est vrai, mais j'ajoute un point au script, permettez-moi. Vous avez le droit de mettre fin à la relation par SMS. Si la personne menace de se faire du mal si vous ne venez pas la voir, c'est du bluff. Si c'est pas du bluff, eh ben c'est que les poubelles se sont sorties toutes seules. Et si vous êtes absolument impossible à convaincre et que vous êtes absolument sûre et certaine que le mec sera pas violent et qu'il va bien réagir, eh ben envoyez quand même l'adresse où vous serez à des proches, au cas où. Ça coûte rien. Vous avez le droit de partir, mais vous avez aussi le droit de décider comment vous partez. Et vous avez toutes les bonnes raisons du monde, je vous promets, de partir du principe que la personne va mal réagir, même s'il n'y a pas eu d'antécédents qui permettent de le penser, même si c'est injuste. Et si vous avez subi des violences, c'est pas de votre faute, vous n'avez pas été négligente, l'entièreté de la structuration de votre comportement et de vos croyances relationnelles, c'est faite selon des règles et des illusions sur lesquelles vous n'aviez absolument aucun contrôle. Vous avez été trahi par la personne que vous aimiez, mais aussi par l'entièreté de votre éducation, par toute la société, et par vos relations passées. Parce que si vous avez agi comme vous avez agi, c'est pas parce que vous êtes conne ou que vous êtes une merde ou que vous êtes bête ou que... Vous agissez selon les croyances que vous avez dans la société, et les croyances que vous avez dans la société, vous ne les êtes pas fabriquées à partir de rien. Nous sommes des agents sociaux produits par des systèmes sociaux. On croit à des trucs qui sont pas vrais. On regarde des vidéos de Monsieur Z et on arrête de croire ces trucs-là. Logique.